suis content de me retrouver ici parmi vous. Je serai bref. On m'a dit que c'était 50 minutes avec les questions, donc je vais peut-être aller un petit peu vite à certains endroits et je m'en excuse. Mais si vous êtes intéressé à en savoir un petit peu plus, vous avez accès à ma conférence en ligne, puis au code que j'ai utilisé pour la faire. Puis, j'espère que ça vous dérangera pas, mais vous allez voir quelques gifs de Indiana Jones pendant ma conférence. Donc, c'est la partie ludique de ma conférence. Donc, this story, like many World War II stories, start with the Nazis hunting a Jew out of Europe and ends with the Nazis regretting it. Donc, c'est tiré d'un livre de Jordan Ellenberg. C'est à partir de ce livre-là que j'ai appris un petit peu sur l'histoire de la personne qu'on va voir aujourd'hui, qui s'appelle Abraham Wald. Puis, comme Indiana Jones, on déteste tous les nazis, donc c'est bien agréable de voir qu'il y a des gens qui travaillaient contre eux pendant la Deuxième Guerre mondiale. On va parler un petit peu d'Abraham Wald. Si vous connaissez son nom, vous connaissez probablement ses travaux les plus importants qui sont sur l'analyse séquentielle. L'analyse séquentielle, grosso modo, c'est de faire des tests d'hypothèses, mais au début, lorsqu'on fait le test d'hypothèse, dans le fond, on ne connaît pas d'avance la taille d'échantillon qu'on doit utiliser. Donc, au fur et à mesure qu'on fait notre analyse, on peut décider d'arrêter ou non ce test d'hypothèse-là. Puis, dans le fond, ça a été extrêmement utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale et encore aujourd'hui. Ça a été même classé secret défense pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a su, dans le fond, que les travaux d'Abraham Wald sont sortis, je crois, à peu près durant les années 80, parce que c'était classé secret, parce qu'on considérait que c'était trop important pour l'effort de guerre. Je vais pas parler de ça aujourd'hui, je vais parler de trucs un petit peu moins connus. Donc, Monsieur Wald est né en Roumanie le 31 octobre 1902. Il fait son doctorat en mathématiques sous la direction de Karl Menger. Puis, il y a beaucoup de discrimination face aux Juifs en Autriche lorsqu'il est encore très, très jeune, mais ça l'empêche de trouver un emploi pendant très, très longtemps. Un petit peu plus tard, il se fait offrir un emploi par Monsieur Oskar Morgenstern, qui invente la théorie des jeux. Puis, même si la situation politique, elle se dégrade à cause des nazis, il décide de rester quand même en Autriche. Donc, il y a une famille là-bas, puis il veut rester avec eux. Mais malheureusement, en 1938, la décision lui est enlevée des mains. Les nazis envahissent l'Autriche, puis il décide de partir aux États-Unis. Donc, il n'y a pas d'emploi quand il arrive aux États-Unis. Mais parce qu'il a eu une expérience en économie à cause de M. Morgenstern, il se trouve un emploi au Colorado. Donc, il commence à travailler aux États-Unis, au Colorado, puis un petit peu plus tard, finalement, il se trouve un emploi d'enseignant, de professeur à l'Université Columbia à New York. Puis, c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à travailler, puis à participer à l'effort de guerre. Entre 1942 puis 1945, il y a un groupe qui s'appelle le Statistical Research Group, le SRG. Je peux pas vous en parler très, très en détail, mais si vous êtes intéressé, je vous suggère très fortement de lire cet article-là de M. Wallis. C'est pas un article mathématique, mais ça raconte un petit peu tout ce qu'ils ont fait au SRG entre 1942 et 1945 pour essayer d'aider l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le SRG était dans un bâtiment de l'Université Concordia. Puis, grosso modo, c'était la même chose que le projet Manhattan pour construire les bombes atomiques, mais comme M. Wallis disait, au lieu de construire des bombes, il construisait des équations. Donc, il y avait beaucoup de statistiques qui se passaient à ce département-là. When we made recommendations, frequently things happen. Ils ont travaillé sur plein de choses. Entre autres, M. Jack Wolfowitz, lui, travaillait sur de quelle façon on peut mettre quel type de munitions dans les avions pour avoir le plus de chances possible d'abattre les avions ennemis. Donc, de ne pas mettre un seul type de munitions. Il y avait aussi les carburants de fusées et de missiles qui étaient utilisés. Dans le fond, ça avait été étudié par Abraham Gershik. Donc, il y a plein de choses qui se passaient au SRG. Puis, ce que M. Wallis dit, SRG was composed of what surely must be the most extraordinary group of statisticians ever organized, taking into account both number and quality. Donc, juste pour vous donner une petite idée des gens qui ont travaillé au SRG, il y a M. Wallis, que vous connaissez peut-être à cause du test en statistique, le test de Kruskal-Wallis. Il y a M. Milton Friedman, qui est économiste, qui a reçu le prix Nobel d'économie, a travaillé au SRG entre 1942 et 1945. M. Georges Stigler, qui travaillait également là, qui a aussi eu un prix Nobel en économie. Puis il y en a plein d'autres.
On va s'intéresser, nous, particulièrement à M. Abraham Wald. Donc, la conférence, je vais la partager en deux parties. Donc, une première partie, on va parler de ce qu'on appelle le billet du survivant. Puis ensuite, on va parler un petit peu plus en détail des trous de balles manquants là, par rapport à mon titre de conférence. Donc, la question, c'est la suivante. Les officiers de l'armée américaine sont arrivés à Abraham Wald. Ils lui ont demandé la question suivante. On ne veut pas que nos avions soient abattus. On veut ajouter du blindage. Donc, où mettre ce blindage-là? Premier problème, on ne peut pas en mettre trop. Si on en met trop, ben, l'avion va voler moins rapidement, moins manœuvrable, va prendre plus de carburant. Donc, je ne peux pas en mettre partout et beaucoup. Puis au contraire, si j'en mets pas assez, le problème est le même. Ben, si j'en mets pas assez, les avions vont être abattus. Donc, ce que les officiers de l'armée américaine ont demandé à M. Wald, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, pour vous donner une petite idée du genre de trou de balle que les avions, dans le fond, les avions revenaient de guerre avec ce genre de trou sur le fuselage. Puis l'idée, c'est que avec ces trous-là, ben, on va essayer de voir à quel endroit on pourrait mettre le blindage selon la position des trous de balle. Donc, les officiers de l'armée américaine voulaient avoir la même protection avec comme un blindage optimal, c'est-à-dire le mettre aux bons endroits puis la bonne quantité de blindage. Là, the military was inclined to provide protection for those parts that on returning planes showed the most hits. Donc, on voulait mettre du blindage à l'endroit où il y avait le plus de trous. OK? Donc, ils ont demandé à Wald, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour vous donner une petite idée, ça, c'est les informations que Wald recevait. Dans le fond, les avions revenaient, puis là, ben, on regardait les avions, on regardait, grosso modo, le nombre de trous par pied carré, dépendamment où ces trous se trouvaient sur l'avion. Donc là, disons, ben, 1,11 trous par pied carré dans la section du moteur, 1,73 trous par pied carré dans la section du fuselage. Puis là, ben, si vous avez ça, puis je vous demande où on met le blindage, est-ce que vous êtes capable de me répondre? Pourquoi? Oui. Puis, en fait, c'est la bonne réponse, mais les officiers de l'armée américaine voulaient faire complètement le contraire. Les officiers, en fait, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va mettre du blindage ici, à l'endroit où il y a le plus de trous. Puis c'est pas la bonne chose à faire. Donc, ce que Wald a dit, c'est qu'en fait, il faut mettre du blindage aux endroits où il n'y a pas de trous. OK? Puis la raison, c'est la suivante. C'est que les avions reviennent, mais les trous sont pas répartis uniformément sur l'avion. Donc, il y a des trous qui manquent. Donc, il s'est posé la question, comment ça se fait que les trous sont pas répartis uniformément sur l'avion? Donc, les trous manquants, ben, ils sont sur les avions qui sont jamais revenus, les avions qui ont été abattus. OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est que la raison pour laquelle les avions qui avaient moins de trous dans la région des moteurs, c'est parce que si on se fait tirer dans la région des moteurs, ben, l'avion est abattu puis il reviendra pas. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, je vais en parler un petit peu plus tard, le biais du survivant. Dans le fond, comment ça se fait que Wald il a été capable de voir ça, puis les officiers de l'armée américaine peuvent faire exactement le contraire? Oui? Comment tu peux savoir que, genre, mettons, peut-être qu'il y a moins de trous à un certain endroit parce que c'est plus difficile à atteindre cet endroit-là? Alors, comment tu sais que c'est dangereux? Ben, ce que M. Wald, en fait, quand il a reçu, dans le fond, les données de l'armée américaine, ce qu'il se rendait compte, en fait, c'est que les trous semblaient uniformément répartis. Quand l'armée américaine faisait des tests, c'est-à-dire des faux tirs sur les avions, ce qu'il se rendait compte, c'est que les trous devraient être uniformément distribués. Puis il l'était pas en pratique, donc c'est pour ça que il a pu supposer ça. Donc, en fait, l'erreur que les officiers faisaient, c'est que ils croyaient que les avions qui revenaient, ça formait un échantillon aléatoire de tous les avions. Mais c'est pas le cas. Parce qu'en fait, il y a plein d'avions manquants. Il y a des avions, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec eux parce qu'ils sont disparus, ils ont été abattus. OK? Donc, une fois qu'on a compris ça, ben, on se rend compte que on peut pas juste prendre les avions qui sont revenus pour prendre une décision sur le blindage. Il faut aussi penser aux avions qui sont jamais revenus. OK? Donc, ce qu'on dit ici, essentiellement, c'est que
les trous étaient uniformément distribués sur l'avion. C'était pas le cas quand les avions étaient de retour, donc clairement, il y a des avions manquants. Donc, moins il y a de trous à un endroit sur les avions qui reviennent, bien, c'est à cet endroit-là qu'on devrait mettre le blindage. OK. Donc, le biais du survivant. Je vais parler rapidement de ce biais-là. Dans le fond, le biais du survivant, c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas du blindage. C'est que on a ce qu'on croit être un échantillon aléatoire, puis en fait, ça n'en est pas un. C'est qu'on nommait un certain nombre d'observations en pensant que les observations qu'on a devant nous, ce sont les seules pertinentes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. Juste pour vous donner quelques exemples, c'est facile de tomber dans le piège du biais du survivant. C'est-à-dire, en finance, il y a souvent des études sur, exemple, les meilleurs fonds d'action, les fonds d'action les plus performants. Puis là, si vous allez voir un petit peu plus en détail, vous vous rendez compte, en fait, que les seuls fonds d'action qui sont étudiés, c'est les fonds d'action qui ont réussi. Tous les fonds d'action qui sont apparus puis qui sont disparus parce qu'ils n'ont jamais fait d'argent, bien, on les enlève des analyses. Donc, clairement, bien, on considère que ces fonds-là sont super bons, mais on oublie qu'il y en a plein qui n'ont pas fonctionné. Même chose, vous avez sûrement déjà entendu ça, là. Les produits étaient mieux fabriqués avant. Le frigo, là, que mes parents m'ont donné, puis avec lequel je suis parti en appartement, là, bien, il fonctionne encore. C'était vraiment bien fait dans le temps, c'était fait solide. Mais j'oublie que, ouais, c'est vrai, la laveuse puis la sécheuse que j'ai eues en même temps sont brisées, puis j'ai été obligé de les changer. Fait que, oui, on peut penser que les objets étaient mieux fabriqués avant, mais en fait, il y en a plein qui ont cassé puis qu'on oublie. Même chose en architecture, on pense beaucoup aux bâtiments qui sont encore debout, puis on pense pas aux bâtiments qui sont détruits depuis le temps. Dans les carrières super compétitives comme les athlètes d'élite, ou même les gens qui ont réussi. Exemple, si vous vous dites, ouais, c'est vrai, Mark Zuckerberg, là, il a fondé Facebook puis il n'a jamais fini son université. Donc, clairement, si je finis pas mon université, je vais devenir vraiment riche comme M. Zuckerberg. Mais on s'entend que c'est l'exception puis qu'il y en a plein qui ont fait exactement comme lui puis malheureusement qui n'ont pas réussi. Puis, un petit peu plus rigolo, il y a une étude réalisée en 87 qui dit que les chats qui chutent d'une hauteur équivalente à moins de 6 étages et qui survivent ont des blessures plus graves que les chats qui tombent d'une hauteur plus élevée. OK? Puis en fait, dans l'article, si vous le lisez, on explique ça par probablement un biais du survivant. C'est-à-dire que moi, je ferai jamais ça à mon chat. Là. J'ai un chat à la maison. Mes enfants me le pardonneraient pas. Mais si mon chat tombe du 8e étage puis il meurt, ben je l'amènerai pas chez le vétérinaire pour que son décès rentre dans la statistique. Donc, fort probablement, les seuls chats qui ont survécu ont été amenés au vétérinaire, puis là, on se rend compte que finalement, ils ont des blessures plus graves que les autres. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a plein de chats qui, malheureusement, sont décédés puis qui ne rentrent pas dans les statistiques. Puis, je vais aller assez rapidement aussi pour pouvoir faire la deuxième partie, pour être sûr d'arriver dans les temps, mais l'exemple classique du biais du survivant, c'est la navette Challenger en 86. Donc, vous connaissez fort probablement un petit peu l'histoire, même si vous n'étiez pas né à l'époque. Donc, ça, c'est les astronautes qui formaient l'équipage de la navette Challenger. Je vais pas vous faire regarder tout le vidéo. Je vais juste vous montrer ce qui se passe, dans le fond, à 73 secondes après le décollage de la navette Challenger. Donc, la navette explose après 73 secondes. Je vais passer ça aussi, mais pour ceux qui connaissent M. Richard Feynman, c'est un physicien célèbre. Puis, à la suite de l'accident de Challenger, on a dû partir une commission d'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'était passé. Entre autres, Richard Feynman faisait partie de cette commission-là et Neil Armstrong, que vous connaissez aussi, sûrement. Donc, si vous écoutez ce petit vidéo-là, il explique en fait d'où venait le problème de la navette Challenger. C'est un problème au niveau des joints d'étanchéité. Donc, les joints d'étanchéité dans les cas de température très froide perdaient un peu de leur propriété d'élasticité. Donc, la seule expérience qu'il a fait, là, je vous invite à regarder la vidéo, il a pris un petit joint d'étanchéité, il l'a mis dans un verre d'eau glacée pendant quelques secondes, il a sorti le joint, puis là, il l'a plié.
Puis ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que le joint reste plié. Donc le joint, en fait, perdait ses capacités à reprendre sa forme initiale à des températures très froides. Donc, ça a vraiment choqué la population américaine parce que, entre autres, il y avait Christa McAuliffe, puis c'était une enseignante qui était comme la première astronaute enseignante. Donc, il y avait plein d'étudiants, plein d'élèves qui regardaient ce décollage-là en 86. Donc, ça a vraiment choqué la population américaine, puis ils ont décidé de partir la commission Rogers. Puis, étrangement, en fait, c'est que le problème des joints d'étanchéité, il était connu. Puis, malgré ça, on a fait décoller la navette. Donc, pour vous donner une petite idée, je suis allé chercher sur Internet les données de la NASA sur chacun des vols de la navette, des navettes américaines avant le décollage de la navette Challenger. Donc, en fait, j'ai chacun des vols, la date, la température du vol, puis est-ce qu'il y a eu un incident au niveau des joints d'étanchéité, pardon. Donc, juste la nuit avant le décollage, il y a eu une téléconférence entre les ingénieurs et les directeurs de la NASA pour discuter du problème des joints d'étanchéité parce qu'il annonçait très froid la journée du décollage. Donc, la conclusion, c'est « Temperature data are not conclusive on predicting primary O-ring blow-by ». Donc, ils disaient, même s'il y a des températures froides, les données qu'on a ne peuvent pas démontrer qu'il y a vraiment un problème en fonction de la température. Donc, pour vous donner une petite idée, j'ai mis ici la température en degrés Celsius pour les vols, le nombre d'incidents concernant les joints d'étanchéité. Donc, ici, vous avez dans le fond un incident ou 2 incidents. Puis là, ça, c'est la figure que la NASA a utilisée pour conclure que finalement, il n'y a pas l'air d'avoir de lien entre la température puis le nombre d'incidents. Là, ils ont dit, on lance la navette quand même. Le problème, c'est que c'était un biais du survivant. C'est que dans la figure précédente, on n'a pas mis les vols où il n'y avait pas eu d'incident. On pensait en fait que les vols où il n'y a pas eu d'incident, ça apportait absolument rien aux données. Puis là, ce qu'on indique ensuite, c'est que si on avait étudié ça, en fait, on aurait pu voir qu'il y a effectivement un problème. Donc, je vais vous montrer 2 images. Ça, c'est l'image précédente. Donc, j'ai mis seulement les vols où il y avait des incidents. Puis là, je vais juste ajouter les vols où il n'y en a pas d'incidents. Là, si vous remarquez, en fait, les vols où il n'y a pas d'incident se font, on dirait, à des températures plus élevées que les vols où il y a eu des incidents. Donc, il semble ici y avoir un lien entre la température et des problèmes au niveau des joints d'étanchéité. Donc, juste pour vous donner une petite idée, j'ai fait une mini-régression logistique pour voir qu'est-ce qu'on pouvait tirer de ces données-là. Donc, ça, ce sont nos données. Je vais vous mettre en rouge la température, la journée du vol de la navette Challenger. OK? Donc, cette journée-là, la température est à peu près de moins 3 degrés Celsius. Puis là, si je fais ma régression logistique avec les données que j'ai là, on peut penser qu'il y a, disons, 5 incidents possibles au niveau des joints d'étanchéité. Donc, on n'aurait pas dû lancer la navette cette journée-là. Donc, encore là, c'est un problème au niveau du fait que, on a oublié des données qu'on n'a pas utilisées. OK. Ça, c'est la partie biais du survivant. Donc, Wald, la première chose qu'on lui a demandé, c'est l'histoire du blindage au niveau des avions. La deuxième chose qu'on lui a demandé, c'est que on lui a demandé, est-ce que c'est possible d'avoir une estimation du nombre d'avions qui, s'ils partent au front, il y a des avions qui disparaissent, il y a des avions qui reviennent jamais. Est-ce que c'est possible de savoir, parmi ces avions-là, il y en a combien qui sont disparus à cause qu'ils ont reçu un coup de balle, ou 2 coups de balle, ou 3 coups de balle? Est-ce que c'est possible d'avoir une estimation de ce nombre-là? Donc, il a fait plusieurs mémos quand il était au Statistical Research Group. Je vais m'intéresser seulement au premier mémo, le mémo 85, OK, qui est grosso modo, c'est quoi le problème? C'est quoi l'équation de base qu'on va utiliser? Fait que je vais faire un mini-exemple simplifié. Puis en fait, Wald, au cours des années qui ont suivi, enfin, il fait juste ajouter des hypothèses un petit peu moins restrictives sur le même problème. Donc, il essaye de clarifier un petit peu ça. Donc, on n'a pas le temps de passer à travers tout ça. Je vais m'intéresser grosso modo au premier mémo.
Donc, le genre de problème que Wald devait résoudre, ça ressemblait à ça. Donc, ça, c'est exactement le même exemple que Wald utilise dans son mémo 85. Donc, il y a 400 avions qui partent en mission, puis il y en a 380 qui reviennent. OK? Donc, il y en a 20 qui ont été abattus ou 20 qui ont disparu. Puis là, ben, ce qu'on connaît, c'est que je sais que parmi les avions qui reviennent, il y en a 320, ils n'ont reçu aucun trou de balle. Donc, ils n'ont pas reçu de balle, ils n'ont aucun trou sur le fuselage ou à n'importe quel endroit. Il y a 32 avions qui sont revenus avec un seul trou de balle, 20 avions qui sont revenus avec 2 coups de balle, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le genre d'information à laquelle il y avait accès. Puis là, ben, à partir de ça, ce qu'on va essayer de faire, donc, c'est pas moi qui ai écrit ça, mais it seems a little crazy, but what we really want to do is figure out what all the missing numbers are, or at least estimate them in a reasonable way. It looks at first sight as though this is a task for a conjurer rather than a mathematician. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est est-ce que je suis capable, à partir de ces données-là, de savoir que parmi les avions abattus, combien d'avions abattus l'ont été par un seul coup au but, ou 2 coups au but, ou 3 coups au but. Okay? Ça semble vraiment compliqué et difficile au premier abord de faire ça parce qu'on ne connaît rien sur ces avions-là, à part le fait qu'ils ont disparu. Okay? Ils ne sont jamais revenus. Donc, je vais essayer de vous définir quelques petits trucs qu'on va utiliser pendant le reste de la conférence. Donc, grand N, c'est le nombre d'avions au total. Grand S, on va appeler les avions survivants, donc les avions qui reviennent. Grand D, les avions qui disparaissent, donc ça serait les 20 avions qui sont disparus. Puis, quand je vais mettre un petit indice comme ça, tout ce que ça va vouloir dire, c'est que c'est, par exemple, si je vous mets SI, ben c'est le nombre d'avions survivants ayant reçu I coups au but. Okay? Donc, S1, c'est un avion qui est revenu, il a survécu, mais il a un coup au but. Donc, grand PI, ça va être la probabilité qu'un avion soit abattu par I coups au but. QI, c'est l'événement contraire, donc 1 moins PI. Le petit PI, c'est la probabilité conditionnelle qu'un avion soit abattu par le IM coup au but, étant donné que les premiers I moins I coups ne l'ont pas abattu. Okay? Donc, on sait que, exemple, P3, ben, ça veut dire que les 2 premiers coups ne l'ont pas abattu. Donc, il a été abattu par le 3e coup au but. Puis là, ben, QI, c'est la même chose, c'est l'événement contraire de ceci, la probabilité de l'événement contraire. OK. Donc, les hypothèses que Abraham Wald fait, c'est les suivantes. Donc, N, on connaît ça, il y a 400 avions qui sont partis. On connaît pour tout I les nombres d'avions survivants. Donc, les SI, ben, je sais que S0, c'est le nombre d'avions survivants qui ont aucun coup au but. S1, c'est le nombre d'avions survivants qui ont un coup au but, et ainsi de suite. Puis, on va faire une supposition. On va dire que tous les avions qui sont disparus le sont en raison de tirs ennemis. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir d'avions qui disparaissent parce qu'il manque de carburant, parce qu'il y a une erreur de pilotage, parce qu'il y a un problème mécanique, par exemple. Donc, ils vont nécessairement disparaître parce qu'ils ont reçu des coups des ennemis. Puis, autre chose que M. Wald fait, ben, il va supposer que le nombre de tirs sur un avion est borné. C'est-à-dire, il y a un maximum qu'on peut atteindre. C'est-à-dire que à partir d'un certain entier, ben, le nombre d'avions disparus DJ, c'est 0. Okay? Donc, je ne peux pas recevoir plus que 100 coups au but. Donc, c'est borné par une certaine valeur. Puis, juste pour simplifier un petit peu la notation, je vais juste utiliser ceci pour la sommation de tous les J plus grands ou égal à I. Donc, ça, on connaît ça, c'est les hypothèses de base. Donc là, il y a quelques résultats comme évidents à partir de ces hypothèses-là. Donc, nécessairement, le nombre d'avions total, les 400, ben, c'est le nombre d'avions survivants plus le nombre d'avions disparus. Okay? Donc, j'avais 380 avions survivants, 20 avions disparus. Par le fait même, on peut dire, ben, le nombre d'avions total touchés I fois, ben, c'est le nombre d'avions survivants touchés I fois, plus le nombre d'avions disparus touchés I fois. Puis là, ben, je vais calculer le grand QI. Là. Donc, la probabilité qu'un avion ne soit pas abattu par I coups au but, en fait,
Ça veut dire que s'il n'est pas abattu par I coups au but, ben, il n'est pas abattu par un coup et, donc, il a survécu, dans le fond, au coup précédent. Il n'est pas abattu par 2 coups, donc il a survécu au coup précédent et ainsi de suite. Puis là, ben, il n'est pas abattu par I coups en ayant survécu à tous les coups précédents. Et dans le fond, cette probabilité-là, on peut la trouver en multipliant, dans le fond, Q1 fois Q2 fois Q3 jusqu'à QI. Donc, je peux faire le produit des Q pour trouver cette probabilité-là. Puis parce que PI, c'est la probabilité de l'événement contraire, ben, je peux trouver PI en faisant juste 1 moins grand QI. OK. Donc, petit PI, si vous vous rappelez, c'est la probabilité de l'événement conditionnel. Donc, un avion soit abattu par le IM coup au but, étant donné que les premiers coups, dans le fond, ne l'ont pas abattu. On peut le calculer de cette façon-là. Dans le fond, on peut calculer par une proportion, en fait, c'est-à-dire que cette probabilité-là, on peut se dire, ben, c'est le nombre d'avions disparus avec I coups au but divisé par le nombre d'avions qui ont reçu I coups ou plus. Okay? Donc, DI, c'est les avions disparus avec I coups au but. Puis là, ben, le dénominateur, dans le fond, c'est tous les avions qui ont reçu I coups ou plus sur leur carcasse, là, sur leur fuselage. Ce que ça permet de faire, en fait, c'est qu'avec le PI, le DI et le NI, je peux juste réécrire le nombre d'avions disparus en fonction de cette équation-là. Puis là, ben, juste vous rappeler, N, je le connais. Il y en avait 400 tout à l'heure. Les avions survivants, je les connais. Ça, je ne le connais pas. OK? Mais ce que je me rends compte, en fait, c'est que cette équation-là, je peux la résoudre par récurrence. Parce que, si vous vous rappelez, j'avais dit que ben, il ne peut pas y avoir d'avion disparu pour une raison simplement mécanique. Il faut absolument que le nombre d'avions, qu'un avion disparaisse s'il reçoit un coup. Ça veut dire que D0, c'est 0. Okay? Donc, on suppose qu'en fait, c'est impossible de disparaître pour un problème autre que recevoir un coup. Fait que si je connais D0, ce que ça me permet de faire, en fait, c'est que je peux trouver D1. Parce que D1, en fait, il dépend ben, de S0 et de D0. Fait que, oublions les P pour l'instant, là, mais D1, c'est, bon, le P1, mais grand N moins S0. Ces deux trucs-là, je les connais. Donc ça, je suis capable de calculer ça. Puis là, ben, si je connais D1, je peux calculer D2 par récurrence. Parce que D2, en fait, c'est N moins S0, je connais ça. S1, je le connais. Puis D1, je viens de le calculer. Fait qu'en fait, je suis capable de trouver tous les D par récurrence. Il reste un problème. Ça, je connais pas ça. Ça non plus. Puis dans le fond, les P, je les connais pas, mais je connais tout le reste. Donc là, il faudrait que je trouve un moyen de trouver c'est quoi les P. Donc là, c'est l'équation comme de base que Abraham Wald utilise, c'est cette équation-là. Donc, on veut trouver les PI, puis en fait, lui, ce qu'il va utiliser, c'est cette espèce d'équation-là qui va lui permettre de trouver la valeur des PI. Donc, ça, c'est ce qu'il appelle son équation de base, c'est qu'on va essayer de voir d'où ça sort, cette équation-là. Donc, comment on peut faire pour la retrouver, puis on va faire un petit exemple à la fin de calcul. Puis, moi, c'est ça qui m'a soufflé quand j'ai lu son article, quelque chose que j'aurais jamais pu penser. Donc, j'aurais pas pu imaginer cette idée-là. Donc, ce que Wald imagine pour trouver son équation, il s'imagine, je vais prendre un avion, puis je vais tirer dessus, mais avec des fausses munitions. Donc, je vais prendre un pistolet Nerf, là, puis je vais tirer sur l'avion. Puis on va voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, ben, à partir de ça, on va voir qu'est-ce qu'il fait avec ça. Mais son hypothèse, c'est ça. C'est que je vais tirer sur l'avion avec des fausses munitions, donc des munitions qui font pas de dégâts. OK? Fait que mon grand FI, dans le fond, c'est le nombre d'avions qui ont été touchés I fois, mais par des fausses munitions. OK. Puis là, ben, si on réfléchit un petit peu, vous allez sûrement être d'accord, mais clairement, le nombre d'avions, mettons, je tire avec un Nerf, là, le nombre d'avions que j'ai touchés I fois avec des fausses munitions, c'est automatiquement plus grand que le nombre d'avions survivants touchés I fois par des vraies munitions. Ça vous convient? Okay. C'est clairement ici, je peux endommager l'avion, puis ici, je peux pas. Puis c'est sûr que si j'additionne, dans le fond, tous les FI,
bien, ça va me donner les 400 avions du départ. OK? Donc, parce que, dans le fond, ceci moins ceci, ça va être plus grand ou égal à 0, je vais juste me définir une autre variable là, que je vais appeler YI, qui est touchée par les fausses munitions moins les avions survivants. Puis là, ben, est-ce qu'on peut, si on y réfléchit, ben, le nombre d'avions que j'ai jamais touchés avec des fausses munitions, c'est la même chose que le nombre d'avions survivants qui n'ont jamais été touchés. Donc, ces deux trucs-là, c'est égal. Puis ce que ça va permettre d'avoir, c'est que Y0, dans le fond, c'est 0. Parce que F0 et S0 sont égales. OK. Donc, c'est à partir de là qu'on va essayer de retrouver l'espèce d'équation de base de M. Wald. Donc, YI, en fait, on peut le trouver en utilisant les probabilités qu'on a définies tout à l'heure. Dans le fond, on peut multiplier le nombre d'avions qui ont été touchés I fois par des fausses munitions par la probabilité qu'un avion soit abattu par I coups au but. Donc, on peut trouver YI de cette façon-là. Puis là, tout ce que je vais faire, c'est que mon FI, si vous vous rappelez, dans le fond, je l'ai défini avec le Y et le S. Là. Donc, si vous vous rappelez, les avions touchés par des fausses munitions, c'est grand SI plus YI. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que je veux trouver YI. Donc, le YI qui est là, je l'envoie à gauche de l'égalité. Puis, si vous vous rappelez, 1 moins PI, dans le fond, c'est l'événement contraire, c'est la probabilité de l'événement contraire. Donc, 1 moins PI, c'est QI. Donc, je peux avoir le PI sur QI ici. Puis, précédemment, si vous vous rappelez, on a réfléchi à comment je peux faire pour trouver grand QI. Bien, l'idée, c'est la probabilité que je sois pas abattu par un coup au but et que j'ai survécu au coup précédent et que je sois pas abattu par 2 coups au but et que j'ai survécu au coup précédent et ainsi de suite. Donc, ceci, dans le fond, on l'a calculé tout à l'heure. Donc, on est capable d'écrire nos YI avec cette espèce de formule-là. OK? Puis là, ben, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est que pour trouver comme son espèce d'équation de base, c'est qu'on va additionner tous les YI. Donc, si j'additionne tous les YI, donc je fais juste m'arranger pour prendre ceci puis l'emmener du même côté que le YI. Ben, dans ce cas-là, YJ, pardon. Puis là, ben, Y plus S, ça, c'est nos avions là, qui sont touchés par des fausses munitions. Donc, ça, c'est le côté gauche de mon équation. Puis ici, si vous remarquez, j'additionne tous les avions touchés par des fausses munitions à partir de 1. Fait que le seul que j'ai pas additionné, c'est à 0. Puis si vous vous rappelez, tout ça, dans le fond, ce que ça va faire, en fait, c'est que si je fais la somme de 0 jusqu'à une certaine valeur, parce que si vous vous rappelez, c'était borné, là, on dit qu'après un certain nombre de coups, ben, tout le reste, c'est 0. Donc, on est capable de montrer que cette chose-là, en fait, c'est le nombre d'avions total moins le nombre d'avions qui survivent, mais avec 0 coup au but. Fait que là, on a comme notre équation de base, l'équation que Wald utilise. Donc, on va faire un exemple avec cette équation-là, de voir, dans le fond, comment on peut faire pour estimer le nombre d'avions disparus avec l'équation que Wald vient de trouver. Ici, je vais juste vous rappeler ce qu'on avait comme information. C'est le même exemple que Wald utilise dans son article. J'ai 400 avions qui ont été envoyés en mission. Je sais que il y en a 320 qui sont revenus avec aucun coup au but et ainsi de suite. Puis là, je vais estimer les D, là, les avions disparus. Puis là, ben, la première chose qu'on peut supposer, c'est que plus je me fais tirer dessus, moins j'ai de chances de survivre. Okay? C'est-à-dire que Q1, c'est fort probablement plus grand ou égal à Q2, qui est plus grand ou égal à Q3, et ainsi de suite. C'est-à-dire, plus je reçois de coups, je m'attends à que j'ai moins de chances de survie. Donc, j'ai plus de chances de survie ici que là. C'est sûr que là, si on dit que c'est plus grand ou égal, la première hypothèse simple à vérifier, c'est on pourrait supposer que tous les QI sont égaux. C'est ce que Wald fait. Dans le fond, le premier test, le premier exemple qu'il fait, c'est qu'on va se dire, ben, si Q1 est plus grand ou égal à Q2 et ainsi de suite, ben, on va juste supposer, pour commencer, qu'ils sont tous égaux.
OK? Fait que moi, je vais faire seulement cette hypothèse-là aujourd'hui. Mais dans son article, en fait, ce qu'il fait dans ses autres mémos, il essaie, dans le fond, de proposer d'autres hypothèses que celle-ci. Donc, au lieu de proposer que les QI sont tous égaux, il essaie de mettre des conditions un petit peu moins restrictives que je suis obligé d'avoir les probabilités égales. Donc, si vous vous rappelez, vous avez ce côté gauche de l'équation-là, dans l'équation de base. Donc, je fais ma somme de 1 à 5, puis je fais juste remplacer par les données que j'ai dans mon problème. Puis, cette expression-là, dans le fond, c'est un petit peu plus facile de la visualiser sous la forme d'un polynôme de degré 5. Donc, ceci, c'est exactement ce polynôme de degré 5-là. Et que parce que toutes les valeurs de Q sont égales, ben j'ai un polynôme de degré 5, puis je vais trouver, dans le fond, la racine à quel moment ce polynôme-là vaut 0. Donc, si je fais le petit dessin de notre polynôme, dans le fond, votre valeur de Q est entre 0 et 1. Et que là, vous voulez trouver, en fait, l'intersection de votre polynôme avec y égale à 0. Donc, votre valeur de Q est ici. Puis là, ben, si je le fais, j'ai fait ça avec R, j'obtiens que la valeur de Q, c'est à peu près 0,85. Donc, dans le cas de l'exemple qu'il nous propose, donc Q est à peu près 85 %. Puis là, si vous vous rappelez, ça, c'est la valeur de Q, mais ce qu'on a besoin dans nos équations, c'est la valeur de P. Mais la valeur de P, c'est l'événement contraire, donc c'est 1 moins ça, donc c'est à peu près 15 %. Donc, je vous rappelle, on a nos espèces d'avions disparus qu'on peut trouver par récurrence. Bien, si on fait notre exemple avec les données qu'on avait, si vous vous rappelez, on a 20 avions qui sont disparus. Donc, si vous faites la somme de tout ça, ça va bel et bien donner 20. Mais on est capable, avec les hypothèses que Wald fait, d'estimer qu'il y a environ 12 avions qui sont disparus uniquement en ayant reçu un coup au but. On est capable de savoir qu'il y a à peu près 5 avions qui sont disparus avec 2 coups au but, et ainsi de suite. Donc, il était capable d'estimer ces nombres-là, ce qui semble au premier abord vraiment difficile. Puis comme je vous disais, dans le reste de ces mémos, ce qu'il décide de faire, en fait, c'est d'affiner son hypothèse sur la valeur des QI. Puis ensuite, il va un petit peu plus loin. Il essaie, en plus de ça, d'étudier la survivabilité des avions, mais en fonction de la position des coups sur l'avion. C'est-à-dire, il découpe grosso modo son avion en sections, puis il se dit, ben clairement, mettons, section des moteurs est plus importante, section des ailes est peut-être moins, ou section du fuselage, mais il continue son étude, mais juste en essayant de complexifier un petit peu le problème. C'est terminé. Je sais pas si vous avez des questions.